Bienvenue à cette table de discussion Empire Solo qui va porter aujourd'hui sur le service à la clientèle. Plus spécifiquement, on va se poser la question, euh, le client, est-ce qu'il est encore roi en 2023? On va faire ça avec un super panel d'experts, donc composé de Josiane Morinville, de Daniel Guérin, de Nathalie Bureau et de Philippe Bussière. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Je sens qu'on va avoir une belle discussion. Donc, pour lancer ça, je vais vous laisser le soin de vous présenter individuellement. Donc, Josiane, je te laisse la parole. Salut, merci David pour l'invitation. Moi, c'est Josiane Morinville. Dans le fond, moi, ça fait pratiquement bientôt 5 ans là, que je suis en affaires, puis je suis bien fière de ça. Puis dans le fond, moi, de pourquoi je suis ici sur Empire Solo, j'aide dans le fond des solopreneurs depuis mes débuts à mieux gérer leur temps, mais aussi à lancer aussi des produits numériques, à faire connaître là, leur offre de services en ligne. Super, merci Josiane. On continue ça avec Daniel. Moi, je suis entrepreneur depuis bientôt 21 ans. J'ai commencé en 2002. Je suis la doyenne des adjointes virtuelles francophones au Québec. J'ai comme bagage plusieurs années d'expérience au service à la clientèle. C'était d'ailleurs un de mes rôles auprès de mes clients. Donc, j'en ai vu de toutes sortes. Je vais vous compter ça un peu plus tard. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui m'a amené à Empire Solo ou pourquoi David m'a approché, c'est parce que je suis autrice, coach et formatrice. J'ai autopublié 9 livres et ça, c'est les miens. Et j'ai aidé à autopublier une trentaine de livres. Je dis pas 30 personnes parce que mes clients reviennent. Donc, j'ai certaines clientes qui ont publié 4 et 5 livres avec mon aide. Donc, c'est ça. Puis mon petit côté geek, c'est mon petit plus. Super intéressant. Merci Daniel. On peut poursuivre avec Nathalie. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là, de participer à cette table de discussion. Je suis Nathalie Bureau, celle qui vous aide à retrouver l'heure qu'il manque dans votre journée et les pieds carrés dans votre entreprise. Je suis spécialisée en gestion de temps et en organisation d'espaces d'affaires, formatrice, coach international. Alors, je suis également auteure. J'ai un background en enseignement, donc j'ai mon bac en enseignement. J'ai toujours travaillé en service à la clientèle depuis que j'étais ado dans des restaurants. J'ai travaillé dans l'aviation, mais toujours auprès des gens. Et le service à la clientèle, c'est un sujet qui m'a été demandé il y a de ça plusieurs années comme sujet de formation. Donc, j'ai donné beaucoup de formations en service à la clientèle. J'ai démarré mon entreprise. Je suis dans ma 16e année déjà. Et c'est quelque chose qui me passionne, comme vous pourrez voir. Oui, je travaille avec des solopreneurs, mais également avec des plus grandes entreprises. Et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais répondre à vos questions. Super, merci beaucoup pour la belle présentation. Et on continue avec Philippe Bussière, qui est sur mute actuellement. Le classique. Philippe Bussière, écoutez, nouvellement associé vice-président stratège marketing numérique chez Code Marketing. Je dis ça parce que j'ai fusionné le 1er octobre mon entreprise Fort36 avec Code Marketing. Ça fait maintenant 10 ans que je suis en affaires, puis je suis content de voir que je suis pas le plus jeune ni le plus vieux en termes d'années d'entrepreneuriat. C'est le fun de retrouver des gens là, qui ont franchi le cap du 5 ans, qui est si fragile en entrepreneuriat. Et puis, c'est ça, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, je me spécialise, comme vous le voyez, en marketing numérique, mais surtout, ce que je fais depuis 10 ans, c'est du CRM, de l'automatisation, email marketing, livrabilité de email, puis e-commerce. Et à un moment donné, j'ai décidé de me tourner un peu plus vers les solopreneurs parce que j'avais une offre de service qui
qui était destiné à des PME établies, disons, avec plus de 5 employés. Puis je voyais qu'il y avait des demandes aussi côté solopreneur, donc je me suis lancé aussi dans un peu plus de formation sur différents sujets. Là, encore une fois, le email marketing, la livrabilité, mais j'ai sorti toutes sortes de petites formations à gauche et à droite là, pour aider les solopreneurs à mieux comprendre les enjeux du marketing. Dont une formation, un atelier que tu vas donner sur le onboarding. On va en parler à la fin. Donc, merci Oui. pour ces belles présentations. C'est le fun d'apprendre à vous connaître. On va lancer le panel maintenant avec une question qui va être, somme toute, assez simple, assez générale, mais quand même que je crois importante, parce que souvent, lorsqu'on parle de service à la clientèle, souvent, on va avoir la perception que c'est le service après-vente et que ça se limite au service après-vente. Et donc, je vois la réaction de Nathalie. Et plusieurs considèrent le service à la clientèle comme étant justement limité à ce service-là, alors qu'on pourrait croire que c'est beaucoup plus large que ça. Jeff Bezos a dit quelque chose d'intéressant. Lui disait qu'il considérait leurs clients comme des invités à une fête, qu'ils étaient leurs hôtes et que c'était leur travail chaque jour de rendre chaque aspect important de l'expérience client un peu meilleur. Donc, il lui parle d'une expérience. Évidemment, une expérience, c'est du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai envie de vous lancer sur cette première question-là. Qu'est-ce que c'est pour vous, le service à la clientèle? Qu'est-ce que ça inclut? On va commencer avec Nathalie, qui avait Grosse réaction, hein? qui a eu une belle réaction. Vas-y donc. Ben, en fait, quand tu regardes l'entonnoir des ventes, tu sais, c'est long avant que la personne, ton prospect, devienne un client. Et il y a beaucoup d'étapes préalables, à ça. Donc, tu veux, au moment où il est ton client, le garder. Et dépendamment qui est ton client aussi, comme j'ai déjà travaillé avec des salons funéraires, tu sais, le client, je veux dire, il reviendra pas, le client, là, il est mort. Celui qui fait ce préarrangement funéraire, il reviendra pas. Mais c'est de voir à plus long terme aussi qui sera je veux dire, si tu as une bonne relation avec ton client, le mot circule. Fait que oui, lui, il va peut-être mourir, mais les enfants de cette personne-là vont dire, moi, je veux retourner, par exemple, dans ce salon funéraire-là, parce que justement, ma mère a vécu une belle expérience, mes frères, mes sœurs, le mot circule, que ce soit positif ou négatif. Donc, il faut pas voir notre client comme étant une personne, mais comme étant toutes les autres petites tentacules qui peuvent se greffer à cette personne-là. Et c'est pour ça que au-delà du client, il y a les clients possibles qui sont très importants aussi. OK. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur du service client, on inclut pas seulement notre client direct, mais tous les clients potentiellement indirects. Daniel, oui. as-tu quelque chose à ajouter? Oui. Nathalie, je t'ai coupé. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre? Excuse-moi, Daniel. Non, ben c'est ça. Fait que si tu fais, conclusion, mettons, de ce que je viens de dire, si tu fais vivre une belle expérience client à ton client actuel, ça a juste des répercussions positives. Ah, d'accord. Voilà. Vas-y donc, Daniel. Ben, nous, je vais parler de comment ça se passe dans mon entreprise parce que on a justement un volet expérience client. Fait que tu as utilisé le terme que nous, on utilise. D'ailleurs, mon objectif, c'est de créer une expérience wow à toutes les étapes. Que ce soit quand tu m'écris pour poser une question sur mes services, jusqu'à ce que tu me fasses un témoignage sur LinkedIn. Fait que avec toutes les étapes que ça inclut. Répondre aux questions, pour nous, c'est super important. Fait qu'on a mis en place un système qui fait en sorte que, on garde les questions parce qu'on sait que souvent les mêmes questions reviennent. Et sans nécessairement là, servir des réponses en boîte aux gens qui nous écrivent, mais de s'assurer qu'ils ont une réponse, qu'ils sont répondus, qu'ils se sentent entendus, compris. Et ça, probablement que ça vient de mon bagage quand j'étais assistante chiropratique. Fait que moi, je dealais avec des gens qui étaient en douleur. Fait qu'ils arrivaient à la clinique et j'étais à la réception, donc je dealais avec des gens qui étaient en douleur. Fait que pour moi, c'est de faire en sorte que c'est agréable.
C'est pas souvent les gens, surtout comme avec les services, la plupart des services qu'on offre, moi, entre autres, je travaille avec des gens, les adjointes virtuelles ou les futures adjointes virtuelles, qui ont peur de se tromper, qui ont peur d'échouer. Donc, elles ont besoin de se sentir accueillies là-dedans. Puis, ben, ça fait partie du processus. Puis, j'ai choisi de m'allier dans mon équipe à une adjointe qui a ça à cœur également. On va revenir OK. aux autres. On va revenir aux autres. Probablement que tu vas nous parler des clients qui sont un peu moins idéaux. Ça nous arrive aussi. Mais de façon générale, c'est ça. Fait qu'on part déjà la demande d'information, même dans la séquence d'infolettres qui suit le produit gratuit. Il y a une étape où les gens peuvent poser leurs questions, puis on prend le temps de leur répondre. Puis après ça, il y a d'autres étapes là, en cours de route, mais c'est toujours prendre soin des gens qui sont avec nous. Puis ce que ça fait, ben, ça fait en sorte, comme Nathalie disait, ben moi, j'ai la chance d'avoir des clients qui reviennent, contrairement à un salon funéraire. J'ai la chance d'avoir des clientes qui reviennent. Et souvent, ces clientes-là, bien, quand je sors quelque chose de nouveau, bien, parce qu'elles ont eu un bon service, elles savent comment ça s'est passé. Elles savent la valeur qu'elles vont avoir autre que juste le produit, bien, elles vont acheter à nouveau et ça fait des clients qui ont, je vais utiliser un terme plus financier si on veut, mais une valeur à long terme beaucoup plus grande que si j'en prenais pas soin puis que je disais, bon, mais t'as acheté, ciao, bye. OK. Et voilà. De ton côté, Josiane, j'ai envie de te laisser la parole suivant Daniel, parce que tu me dis justement que tu as suivi Daniel pendant un moment quand tu as commencé en affaires. Ben, Donc, clairement. certainement, tu l'as vécu un peu, cette C'est-tu vrai expérience ce que j'ai client-là. dit? Oui, ben moi, effectivement, j'ai commencé comme adjointe virtuelle, puis au début, Danielle était ma mentor sans le savoir parce que je la suivais partout là sur les réseaux sociaux. J'avais acheté ton e-book, tu sais, comment devenir adjointe virtuelle, tout ça. Puis avec le temps, ben finalement, on s'est connus, puis j'ai suivi d'autres formations avec toi. Mais oui, effectivement. Mais justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que tu disais justement que l'expérience client chez toi, ça commence à la demande d'informations. Mais moi, je me demande si l'expérience client, ça ne peut pas commencer avant, parce que souvent, tu sais, comme moi, c'est pas rare que des clients m'ont suivi pendant plusieurs mois, voire même des années avant de faire affaire avec moi, parce qu'ils me voyaient sur LinkedIn, ils me voyaient participer à des événements, puis tout ça. On n'avait jamais eu de contact direct, mais ils voyaient comment j'interagissais sur le web. Fait que souvent, des fois, ça m'est arrivé dernièrement. Il y a un client que j'ai en ce moment qui m'a suivi pendant peut-être 3 ou 4 ans, mais quand il est arrivé en appel découverte avec moi, ben il était déjà, tu sais, il était déjà convaincu là, tu sais. Fait que ça a été comme facile de le faire devenir, tu sais, de le faire passer de prospect à client parce qu'il y a eu tout l'historique avant. Fait que ça, est-ce que cet historique-là, ça compte parce que, tu sais, avant d'entrer en ondes, on disait, tu sais, que sur LinkedIn, vu qu'on suit beaucoup de gens, ben ça nous donne l'impression de les connaître sans les avoir rencontrés. Fait que Ben, vois-tu, c'est vrai que tu as raison, puis tu me fais réaliser que ça est arrivé il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé dans mon infolette. Il y a une cliente qui m'a dit, moi, j'ai décidé d'acheter ta formation parce que je t'ai trouvé calme. Mais j'ai jamais parlé, j'ai jamais envoyé de courriel, j'ai jamais répondu à ses questions. Elle a décidé d'investir dans mon programme le plus cher. Mais elle avait senti dans mes publications, fait que tu as tout à fait raison, Josiane, ça part même avant les fameuses questions. Fait que tu me fais réaliser ça, là, puis pourtant, j'en ai parlé dans mon infolette. oui, puis c'est clairement, c'est comme si on a bon des clients en devenir, puis on ne sait même pas qu'ils veulent être clients avec nous. C'est ça qui est drôle. Mais tu sais, moi, ce que j'entends par rapport à ça, Josiane, c'est l'importance d'être authentique. Puis Josiane et Daniel, l'importance d'être authentique, d'être soi-même, de répondre aux commentaires. Il y a certaines personnes qui publient qui ne répondent jamais aux commentaires. Donc, sans doute que tout ce processus-là, effectivement, fait partie de l'expérience client. Philippe, as-tu quelque chose à ajouter de ton côté? Ben,
Peut-être, je sais pas qui je vais paraphraser, là, mais souvent, ce que j'ai lu dans dans des lectures, puis de ce que j'ai entendu dans des conférences auxquelles j'ai assisté, c'est que une bonne expertise ou une excellente expertise avec un mauvais service à la clientèle t'amènera jamais de succès. Tu pourrais avoir une expertise moyenne, voire faible, avec un bon service à la clientèle. Ça va t'amener plus de clients, puis ça va te permettre de croître plus facilement. Et souvent, je trouve que le service à la clientèle, c'est la, c'est le côté caché de ton offre. Puis souvent, c'est le côté caché pour le solopreneur aussi, dans le sens où quand il commence à calculer le solopreneur ses tarifs, puis comment il va charger pour ça, il évalue pas le temps qu'il va vouloir donner à son prochain client pour bien le servir. Fait que c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. C'est comme si tu veux vraiment être très, très proche de ton client puis répondre à chacune de ses demandes, ben, il y a un prix qui vient avec ça aussi, puis c'est plate, mais le service à la clientèle, c'est pas gratuit non plus. Donc, faut vraiment le prendre en considération. Puis je dis pas ça pour faire le gros capitaliste méchant, mais j'ai vu beaucoup de monde perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent en donnant trop de services à la clientèle pour le prix qu'ils chargeaient. Donc, c'est positif, le service à la clientèle. Il faut en donner, mais il faut le calculer aussi dans le temps qu'on va mettre pour servir les gens. D'où l'importance, Philippe, de bien connaître notre coût de revient. Oui, exactement. Et c'est difficile à estimer quand on offre un service encore plus que quand on offre un produit. Mais il y a un coût de revient même quand on offre un service. Tu sais, je pense qu'autour de la table, là, tout le monde est dans le domaine du service, fait que c'est important de le souligner. Oui. Ça veut dire, de ce que j'en comprends, c'est que le service à la clientèle doit faire partie même du design de l'offre, en quelque sorte. On doit y réfléchir dès le moment où on est en train de développer notre offre, de créer notre offre, pour le planifier, s'assurer d'avoir le temps nécessaire pour être en mesure de donner le service à la clientèle, aux clients. Il faut que tu saches aussi où ça s'arrête. OK? Moi, là, j'aide des gens avec des technologies liées au marketing. Ça m'arrive des fois d'avoir des clients qui sont comme, ah, mais tu peux-tu m'aider à setuper mon Google Workspace, par exemple? Et j'ai déjà dit oui, puis je l'ai déjà fait pour des clients, mais je suis pas super bon là-dedans, puis je suis pas la personne la mieux placée pour le faire. Aujourd'hui, j'ai appris, puis quand quelqu'un est rendu à cette étape-là, ou a besoin de ça, ben je réfère, tu sais, je prends une distance, puis je fais, écoute, ça, là, vraiment, je peux pas t'accompagner là-dedans, tu sais. Donc, faut savoir mettre ses limites. T'as beau vouloir offrir le service à la clientèle. Imagine si Air Canada commençait à s'occuper de booker des Uber pour les clients quand ils étaient dehors. Ça ferait juste pas de sens pour eux, puis ils perdraient énormément de temps là-dedans. Donc, tu sais, faut savoir où ta limite dans le service à la clientèle par rapport à ce que tu offres. C'est sûr, déjà que Air Canada, au niveau du service à la clientèle, c'est assez discutable. Est-ce que c'est la responsabilité de tous? Tu sais, parce que quand on est, c'est sûr, quand on est solopreneur, soit on est seul, on a une petite équipe, on peut être entouré de collaborateurs, on peut être œuvrer des fois dans des organisations, mais est-ce que justement c'est la responsabilité de tous, le service à la clientèle? Moi, j'ai vu dans des entreprises, par exemple, tu sais, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans des milieux techniques. Un service à la clientèle plutôt médiocre. Tu parles tu sais, lorsqu'on donne le service au client au niveau de l'expertise, ben, j'ai l'impression que s'il y a un des volets de la chaîne où le service est pas bon, ben, ça vient affecter le client, la perception que le client va avoir de toute la chaîne au complet. Donc, je vais faire du pouce là-dessus, David, avec l'exemple que Philippe vient de donner, justement. Donc, Philippe qui dit, bon, tel domaine, moi, je m'y connais moins, je vais le référer à telle autre personne. Mais je pense que en tant que solopreneur, avant de référer à telle autre personne, teste l'autre personne. Parce que si toutefois, l'autre personne, oui, est peut-être très compétente dans ce qu'elle fait, mais elle a l'air bête, par exemple. Mais là, c'est toi qui écopes de ça parce que les gens te font confiance à toi. Fait que là, c'est comme, ah, Nathalie m'a référé à telle entreprise ou à telle personne, ça vaut pas très cher, mais tu viens entacher ta propre réputation en termes de service à la clientèle que moi, j'estime. Donc, fais des tests, je dirais,
Puis oui, c'est la responsabilité de tout le monde dans l'entreprise. Donc, si tu es avec une petite équipe, sensibilise tes équipes et définis. Souvent, c'est que c'est pas défini. C'est Connais quoi tes un bon service à collaborateurs. clientèle? Oui. Puis c'est quoi un bon service? Dire bonjour à tout le monde, vous voyez, certains vont tutoyer, d'autres vont vous voyer, mais si c'est pas défini dans l'entreprise, puis je dis pas que c'est mieux de vous voyer ou de tutoyer, là, tu sais, ça appartient à chacun, mais ça prend de la cohérence dans l'entreprise, d'où l'importance de s'asseoir si on a d'autres collaborateurs ou une petite équipe et d'en discuter. Ça, c'est vraiment un point super intéressant qui, à mon avis, échappe à la majorité des solopreneurs. Je vous lance la question, est-ce que dans votre expérience, est-ce que lorsque vous planifiez une collaboration, vous mettez l'emphase davantage à valider l'expertise de la personne ou vous considérez aussi le tout incluant ce volet-là de service à la clientèle? Parce que, en tout cas, moi, d'expérience par rapport aux solopreneurs et aux entrepreneurs que j'ai côtoyés, c'est souvent quelque chose qui est complètement laissé pour compte. Josiane ou Daniel, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ça? Quand vous collaborez avec des gens, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, le service ou la façon dont le service à la clientèle va être offert? Ben, je pense qu'on peut aussi être transparent. Tu sais, des fois, sur LinkedIn, on voit des gens qui sont experts, tu sais, dans un domaine, on les voit souvent, mais on les connaît pas. Puis là, un client arrive avec un besoin, qu'on n'avait pas pensé, là, que nos clients avaient ce besoin-là. Fait que, moi, je cherche quelqu'un pour faire X. Ben, on peut aussi être transparent puis dire, ben, je vois cette personne-là sur LinkedIn qui a l'air compétente dans son domaine, mais je la connais pas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que moi aussi, mes clients, des fois, ils m'arrivent avec toutes sortes d'affaires que j'avais même pas pensé là, qui pourraient à un moment donné me poser la question de si je pouvais faire ça ou de si je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Fait que c'est sûr que je peux pas me mettre à aller tester trop de spécialités d'avance. Fait que souvent, je suis un petit peu prise au dépourvu. Tu sais, là, oui, je mets ma limite de moi, je peux pas faire ça, mais je veux pas non plus juste dire moi, je peux pas faire ça quand j'ai déjà entendu parler d'une ressource qui pourrait peut-être le faire, mais que je connais pas. Fait que souvent, je pense que des fois, il vaut mieux juste mettre carte sur table. Ben, j'ai entendu parler que cette personne-là fait ça, je la suis, mais après, à voir si toi, tu as envie de l'essayer ou pas. Peut-être qu'effectivement, je prends un risque puis j'entache ma réputation en faisant ça. Mais après ça, des fois aussi, je peux après prendre des nouvelles de comment ça s'est passé. Puis finalement, as-tu pris les services de cette personne-là pour après ça ne peut-être plus la référer à d'autres clients ou après ça dire, ah oui, ça s'est déjà passé avec ça s'est déjà bien passé avec un de mes anciens clients. Tu peux aller voir cette personne-là. En même temps, Josiane, si tu es super transparente, comme tu le dis, en disant je l'ai jamais testé, je ne sais pas, tu sais, je pense pas que ça entache ta réputation. Mm-hmm. C'est si tu réfères sans te baquer comme ça, que là, je pense que c'est peut-être plus dangereux. Ouais, c'est une bonne subtilité. communication. C'est une bonne communication. Puis je pense que c'est une bonne idée de faire un suivi par la suite. As-tu fait affaire avec la personne? Est-ce que le service a été bon? Es-tu satisfait? Puis ensuite, ça te donne la confiance de référer cette personne-là de nouveau. Donc, ça peut être une bonne façon de faire, en effet. Je me demande, est-ce que on a quand même du monde d'expérience autour de la table, est-ce que ça a évolué le service à la clientèle par rapport à 5, 10, 15, 20 ans? Est-ce qu'on offre un service Daniel différemment là-dessus? Notre doyenne. Ben oui, c'est certain que ça a évolué dans le sens où maintenant avec les réseaux sociaux, puis souvent les demandes aussi vont arriver, les questions, etc., ça va arriver par messagerie privée. Donc, il faut être en mesure aussi de gérer les différentes plateformes. J'avoue qu'au début, moi, je trouvais ça difficile, puis que j'aurais donc préféré recevoir les questions par courriel. C'est plus facile pour moi à gérer que de commencer à gérer toutes les plateformes et toutes les questions. Mais là, maintenant, j'ai quelqu'un dans mon équipe, fait que on s'assure de donner le même, que tout le monde a eu des réponses. Mais c'est une des façons que ça a évolué, entre autres avec les réseaux sociaux. Ça a évolué plus en termes de la demande
au niveau du service à la clientèle. La demande des clients potentiels. Les clients qui s'attendent à ce que on réponde plus vite à cause de justement des réseaux sociaux. Tu sais, le fameux j'embarque dans le côté sombre de la patente, le client qui t'envoie un courriel et que 5 minutes après, il t'envoie un messenger pour te dire Hey, je t'ai envoyé un courriel. Respire. Puis, tu sais, ça fait qu'il y a tu sais, il y a les gens ont tendance à l'instantané, là, la réponse instantanée. Euh, ça teste la patience de ceux qui donnent le service à la clientèle. On le Donc, fait les clients, avec un sourire. donc, les clients aujourd'hui s'attendent à plus d'instantanéité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué au niveau de leurs attentes? D'autres peuvent prendre la parole aussi, là. Oui. Philippe, Juste pour compléter je suis encore sur mute. Non, OK. Ce que Daniel disait, c'est la protection de la vie privée, ça va dans toutes les directions, hein. Moi, là, je me suis retiré de WhatsApp à un moment donné parce que j'avais des clients qui venaient se connecter à moi sans un réel accord, puis qui se permettaient de me rejoindre à n'importe quel moment de la journée, de la semaine. Et ça m'a achalé grandement. Des clients qui veulent te parler sur Messenger. Donc, tu sais, je suis hyper prudent là-dessus. Mes clients ont pas mon numéro de cellulaire. En tout cas, il y en a qui l'ont, mais qui savent comment l'utiliser. Puis je suis très prudent là-dessus. C'est pas parce que je te donne mon numéro de cellulaire que je vais te servir n'importe quand dans le temps. Évidemment, je le dis pas comme ça à la personne. Ça prend les bons mots pour le dire. Mais moi, je fais très attention. Tu sais, je veux dire, ça m'est déjà arrivé dans un chairlift avec mon snowboard d'un pied, puis de checker mon téléphone, puis un client qui me texte qu'il avait quoi le jour même. Ben, tu sais, c'est un samedi, il est 11h30, je suis sur les pentes, là, je veux dire, ça peut pas marcher, j'ai pas mon ordinateur au bout des doigts tout le temps, puis le samedi après-midi, c'est trop tard. Fait que la vie privée, faut faire attention. Oui, les clients s'attendent à un peu plus. Ça veut pas dire que tu dois répondre 24 heures sur 24. Je veux pas avoir l'air d'un gars qui est déplaisant avec mes clients. Au contraire, mais on a des limites aussi. Puis eux autres aussi doivent avoir leurs limites. D'où l'importance, moi, je dirais, de gérer les attentes on est carrément dans de la gestion des attentes des clients. Sur mon team, si vous essayez de m'envoyer un message, j'ai toujours mon message préfet qui dit, je suis souvent en coaching ou en formation, la meilleure façon de me rejoindre est de telle façon. Mon message sur ma boîte vocale, si je vous réponds pas, c'est parce que je suis en coaching ou en formation, laissez-moi un message. Des messages instantanés aussi dans les courriels. Donc, plus tu vas gérer ou même dans ton messenger professionnel. Donc, plus tu gères les attentes des clients, moins ça crée de mécontentement. Maintenant, les clients prennent les habitudes qu'on leur donne. Donc, si toi, tu as l'habitude de répondre à 7 heures le soir à ton téléphone, ils vont penser que tous les soirs, tu vas répondre au téléphone à 7 heures. Et la même chose, si tu réponds à des courriels à 7 heures le soir, ils vont penser que c'est correct. Donc, fais des courriels à 7 heures le soir, fais-en le samedi, le dimanche, programme-les pour le lundi matin ou le lendemain matin, 8 heures. Donc, si tu sais bien gérer les attentes, si tu respectes tes propres règles, normalement, ça devrait bien fonctionner. Fait que je pense. En tout cas, c'est ce que je prête, c'est ce que j'utilise. Puis moi, j'ai pas de problème au niveau des communications hors de mes heures de travail. Ben, moi, hors de mes heures de travail, non. Ça arrive pas tant que ça. Si je choisis de répondre, je le fais en connaissance de cause. Mais je voulais juste ajouter, ça c'est quelque chose que j'ai appris longtemps, hein. On éduque les gens sur la façon qu'on veut, comment nous traiter avec les comportements. Moi non plus, mon numéro de cellulaire, il y a personne qui l'a. J'ai commencé à mettre mes limites. Même des fois, je vais voir un message sur Messenger qui va passer, mais je répondrai pas tout de suite. Je vais le laisser non vu jusqu'à ce que je revienne durant mes heures de bureau.
Des choses comme ça. Fermer mon cellulaire, tout simplement, carrément. Pas aller sur les réseaux sociaux pendant certaines périodes, juste pour avoir une vie en dehors du travail. Mais ça, c'est vraiment d'apprendre à mettre ses limites, autant pour soi que pour les autres également. Puis, je ferais du pouce sur ce que tu dis, Daniel, c'est qu'en fait, tu sais, c'est comme un non qu'on dit à notre client en répondant pas la fin de semaine et tout ça. Et c'est d'aller expliquer la valeur ajoutée pour un client. À chaque fois que tu as à dire non à un client, c'est quoi la valeur ajoutée? Donc, tu sais, moi, quelqu'un qui voudrait m'envoyer un texto, tu perds la trace. Donc, c'est de dire au client, je préfère que tu m'envoies un courriel. De cette façon-là, c'est certain que je le vois, puis tu vas être répondu, puis je t'oublierai pas. Fait que là, en expliquant la valeur ajoutée, la personne, elle est beaucoup plus encline à utiliser cette méthode-là. Écoute, moi, quand tu m'écris sur Messenger, ça va moins bien, j'ai peur de t'échapper. Est-ce que tu serais d'accord pour m'envoyer un courriel? Écoute, quand tu me fais un Teams instantané, ça se peut que je t'oublie parce que c'est plus difficile pour moi de garder la trace. Je pense que ce serait préférable. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, on donne la valeur ajoutée, puis on va chercher le consentement de la personne. Donc, de cette façon-là, la personne va faire comme « Ah oui, oui », puis ça va vous aider à centraliser, entre autres, vos communications, mais surtout, il va comprendre le pourquoi de la valeur, la valeur ajoutée, puis il va plus se plier, si on peut dire, à l'exigence qu'on peut avoir. Et c'est comme ça à chaque fois qu'on a à dire non à quelqu'un pour peu importe. J'aimerais ça que te voir vendredi après-midi. Peut-être que vous, vendredi après-midi, vous avez non. Ben écoute, vous avez autre chose. Écoute, vendredi, ça ne m'adonne pas, j'ai autre chose, c'est un peu dernière minute. Je veux bien te consacrer du temps. Veux-tu, on va se prendre un rendez-vous plus tôt la semaine prochaine. Donc, ici, je viens d'expliquer ma valeur ajoutée. Je veux consacrer du temps. Je veux pas le faire à la sauvette avec toi. Donc, dans ce temps-là, les gens, ouais, OK, oui, je comprends. Et ça va mieux. Très intéressant. Josiane, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ou peut-être que je peux t'orienter aussi vers la direction cette semaine, la semaine passée. J'ai fait le pause de dire, OK, les mauvais clients, souvent, on va comme solopreneurs, on leur donne tous les reproches, mais on ne prend pas notre propre responsabilité. Et tout ce qu'on dit, ce que j'entends depuis tantôt, mettre les limites, gérer les attentes, rendre en évidence la valeur ajoutée, c'est des éléments qui, à mon avis, viennent permettre de recadrer le client, qui va faire que un potentiel mauvais client dans les mains d'un entrepreneur ou d'un solopreneur va peut-être être un excellent client pour un autre, parce qu'il va être mieux géré, les limites vont être bien. Donc, de ton côté, Josiane, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais moi, pour avoir travaillé avec toi, je sais que tu es excellente, tu as une bonne communication. Il y a beaucoup de choses qui sont très claires quand on travaille avec toi. Donc, tu peux peut-être nous témoigner par rapport à toi, qu'est-ce que tu fais justement pour assurer que tout se passe bien avec tes clients? Ben, merci pour le compliment. Ça me fait David, plaisir. je suis contente que tu aies aimé travailler avec moi. Mais en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que, ben, avec le temps, tu sais, j'ai comme toujours amélioré ma structure, qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, puis tout ça. Puis j'ai appris, tu sais, des anciennes erreurs que j'ai faites parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais peur que si je mettais trop de limites, puis trop de structure, que ça allait comme, tu sais, que ça allait comme repousser le client dans le sens que là, il allait se dire, ah, mais c'est donc, tu sais, on dirait, c'est comme donc bien compliqué de travailler avec elle dans le sens que, tu sais, on peut rien faire. Dans le sens que, tu sais, je disais beaucoup, tu sais, j'osais pas dire, mettons, que je prenais mes courriels, exemple, juste une fois par jour, que je voulais pas, mettons, puis ça revient un peu à ce que tu disais, Nathalie, tu sais, de pas le dire, je veux pas que tu m'écrives, exemple, sur Facebook Messenger, de le dire autrement comme tu t'expliquais, mais, tu sais, parce que aussi, des fois, au début, j'étais perdue dans tous les canaux, tu sais, de communication possibles, tu sais. Fait que là, j'avais de la difficulté à choisir, ben, par où, tu sais, qu'on s'écrit, comment qu'on communique. Puis là, ma boîte de courriel, tu sais, ça débordait, tu sais, de plein de messages, mais tu sais, de plein de micro-tâches, puis de petits détails de, oh, finalement, peux-tu changer la couleur dans ce visuel-là? Mais tu sais, quand tu as plusieurs clients en même temps, là, ça faisait beaucoup d'affaires. Fait que moi, ce qui m'a beaucoup sauvé la vie, c'est les logiciels là, de gestion de projet, de mettre des tâches puis de chatter dans les tâches. Ça m'a vraiment grandement sauvé la vie là, pour
pour le travail puis l'exécution, là. Puis ça a vraiment complètement vidé ma boîte de courriel. Puis là, ben, ça fait que vu que j'assigne des plages horaires à chaque client, ben, ils savent que entre ces plages-là, je vais pas les voir, les messages dans le logiciel de gestion de projet, puis que ça va attendre à la prochaine plage. Fait que ça m'a aidé beaucoup à libérer ma tête puis mon temps, là. C'est deux éléments importants, de bien définir la tâche. Par Ouais. rapport au client, on parle de gestion des attentes, mais c'est directement ça, là. C'est que si la tâche n'est pas bien définie, ben toi, tu t'imagines que le scope du projet, c'est X, puis le client, pour lui, le scope peut être plus ou moins grand, ça peut être Y. Et c'est sûr que s'il y a un écart entre les deux, Mm. ça va créer un problème. De savoir, puis c'est intéressant que tu le dis, de savoir les moments où tu es disponible, les moments où tu travailles. Par exemple, que tu ne travailles pas le vendredi, ben on sait à quoi s'attendre. Ça revient dans la gestion des attentes, mais c'est une autre façon de le faire. La question, le titre de la table de discussion d'aujourd'hui, c'est le client est-il toujours roi aujourd'hui? Donc, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, on met la table déjà pour arriver à cette question-là. On a parlé de comment ça a évolué. Quelle bonne On a, question. on a parlé de Mhm. comment ça a évolué, hein, le service à la clientèle. Il y avait vraiment beaucoup cette perception-là, à mon avis, autrefois, il y a quelques décennies, que le client est roi, qu'on lui dit toujours oui, tu sais, il a besoin de quelque chose, on se débrouille, puis je pense que ça a évolué, certainement pour le mieux, mais quand même, je vous pose la question au sens large, puis après ça, ben, on va pouvoir peut-être y aller dans la spécificité. Mais est-ce que le client est toujours roi aujourd'hui? Est-ce que c'est une idée qui est encore applicable? Est-ce que c'est obsolète? Est-ce qu'il y a des moments où on doit dire non à un client? Peut-être même refuser des clients? Je vous laisse la parole, peut-être, Philippe. Je te vois. J'ajouterais même peut-être renvoyer des clients. OK. Vas-y, Que c'est quelque chose élabore qui là-dessus. existe. C'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire. Moi, écoute, je viens du domaine du service, là. J'ai travaillé dans la restauration pendant 10 ans. Le client est roi, je l'ai entendu souvent, je l'ai longtemps pensé. Puis je veux pas dire que le client est plus roi, mais je veux dire, encore une fois, on revient avec une notion de limite. Tu sais. Si t'es concierge dans un hôtel, puis t'as une méga star qui vient, genre Jerry Seinfeld, puis il te dit je vais aller au cinéma avec ma femme, réserve-moi une salle, puis je veux voir personne dans la salle, bien évidemment, tu vas le faire. Tu sais. Mais si t'es serveur dans un restaurant, puis qu'il y a quelqu'un qui te dit book-moi une salle dans le cinéma à côté, je veux y aller tout seul, c'est comme ben, je suis désolé, mais tu sais, c'est un petit peu en dehors de mon service que je peux t'offrir. Là. Donc là, je prends des exemples extrêmes, c'est simplement pour illustrer. Là. Mais écoute, je sais pas comment dire, tu sais, la royauté, ça existe pratiquement plus aujourd'hui. Ça fait que de dire que le client est roi, ça me semble dater d'une autre époque. Le client est encore extrêmement important, sinon une des personnes les plus importantes dans ton entreprise, parce que au final, c'est elle qui paye. Mais est-ce qu'il est roi? J'ai tendance à dire non. C'est un VIP, ça c'est sûr. Puis ça se peut qu'un client que tu as aimé puis que tu as servi pendant plusieurs années, ça se peut aussi qu'il devienne un mauvais client pour toi, notamment si il reconnaît plus les limites, si il accepte pas des augmentations de tarifs, si il se comporte de façon inadéquate avec ton personnel, des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà composé des lettres pour dire à un client que je le remerciais et puis que je le référais à d'autres agences, mais c'est parce qu'il y avait un certain contexte à ça, puis le client était devenu un enfant peut-être un petit peu trop gâté. Moi, j'ai peut-être de mon côté des reproches à me faire aussi là-dedans, mais à un moment donné, t'es pas obligé d'entretenir une relation qui est mauvaise, voire néfaste pour ton entreprise.
C'est une question très, très, très délicate que tu poses, David. Puis je suis certain qu'il y a plein d'autres gens qui ont envie d'en parler autour de la table, mais je trouve ça difficile de dire que le client est roi aujourd'hui. Je vais faire du pouce là-dessus, Philippe. En fait, moi, là, on parle à des solopreneurs, hein. Nous sommes tous des solopreneurs. Moi, Ouais. ma vision, c'est que le roi ou la reine, là, c'est d'abord nous. C'est nous qui menons notre entreprise. Qu'est-ce qui est mon principal outil de travail? C'est mon corps, c'est ma tête. Ça fait que si je dis oui à tous, au détriment de ma santé physique, de ma santé mentale, de peu importe, je serai plus une bonne entrepreneur, je pourrai plus servir mon client. Donc, comme tu dis, Philippe, moi, je pense que le client, il est rendu prince ou princesse maintenant. Là, tu sais. Oui, VIP, mais on va lui donner tout ce qu'on peut, mais pas au détriment de notre santé. D'où l'importance, tu sais, Josiane, on en parlait tantôt, de dire c'est quoi mes limites en termes d'heures de travail. Et il y a aussi, dépendamment où on est dans notre entreprise, au début, on va se clencher des 60-80 heures par semaine. On a besoin d'argent qui rentre, on a besoin de bâtir notre réputation. Donc oui, le client, il va être beaucoup plus prince, princesse, peut-être que quand on arrive à un niveau financier où on est plus confortable, nos réalités aussi vont changer en tant que solopreneur. Donc là, présentement, je peux ouvrir à fond la machine, mais soudainement, j'ai un parent en perte d'autonomie ou un enfant ou peu importe, je suis obligée de ralentir peut-être. Donc, moi, je pense qu'on va donner la royauté à notre client en fonction de nous, de nos capacités physiques, de l'argent qu'on peut faire, de peu importe. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais comme Philippe nous dit, VIP, bien sûr. Ceux qu'on prend, on les sert bien, sinon on en prend moins. Mais par rapport à ça, il y a un élément que je trouve particulièrement intéressant quand tu parles d'indépendance financière, c'est notre lien de dépendance envers certains clients Mm-hmm. qui peut-être peuvent leur donner la liberté de Oui. se comporter comme des rois. Par exemple, Jamais faut se Au retrouver prix dans que une je te situation paye, de même. hein? Ça, c'est ça que tu veux dire, David, comme argument. Au prix que je non, te mais c'est paye, pas tu tant, vas. c'est Non? pas nécessairement combien on nous paye. Parce que si un client, il nous paye beaucoup, mais il représente 90% de nos revenus annuels, OK, ouais. ben on est dans un lien de dépendance qui est complètement Mhm. différent par rapport à si on a un bon portefeuille de clients. D'une part, on a une liberté financière, puis Mhm. on a un bon portefeuille de clients, et donc le départ d'un client Ça ne affecte vient moins. pas cannibaliser toute notre entreprise. Oui. Donc, ça, je trouve que c'est un élément qui ressort, qui est important, là. Si Mhm. on veut pouvoir avoir une indépendance face à nos clients, ben, c'est un peu notre responsabilité de ne pas bâtir un lien de dépendance envers eux, d'avoir un portefeuille de clients qui Varié. est diversifié. Oui. Puis ça, au début, ben, tu sais, c'est ce qui me fait penser à ça, c'est quand tu as dit au début, on n'a pas nécessairement l'indépendance financière. Ça veut dire que peut-être qu'au moment de se lancer, on doit porter une attention particulière, une prudence additionnelle pour être bien certain de travailler avec de bons clients qui ne vont pas tirer profit de cette relation-là de dépendance. Mhm. Donc, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si vous avez une pensée par rapport à ça, Daniel. Je vais y aller parce que je vais continuer sur cette ligne de pensée-là que tu as amené, David, avec le fait de ne pas avoir un gros pourcentage de nos rentrées, de notre chiffre d'affaires qui provient d'un client ou même ça m'est arrivé. J'avais une cliente qui représentait 25% de mon chiffre d'affaires. Elle a décidé, je suis adjointe virtuelle, on est en 2010-2011, dans ce coin-là. Et c'est la grosse mode de faire affaire avec les pays émergents. Et les tarifs sont vraiment très, très bas. Fait elle m'a flushé carrément pour aller avec cette entreprise-là. Fait que j'ai perdu 25% de mon chiffre d'affaires. Dans le temps de le dire, fallait que je me
je me replace, puis je me suis dit, plus jamais, je vais trouver d'autres façons de faire. Puis en même temps, de l'autre côté, ce que j'enseigne aux adjointes virtuelles qui commencent, puis quand je leur dis, c'est correct de laisser aller un client qui nous convient pas, c'est que quand on garde un client que ça marche pas, l'énergie qu'on met à gérer ce client-là qui est difficile, ça affecte notre humeur, ça va affecter même des fois de façon très peu perceptible notre façon de travailler avec les autres clients. Exact. Fait que je leur dis, ben, laisse aller ce client-là, tu vas faire de la place pour des bons. Puis souvent, j'ai vu des adjointes, et ça m'est arrivé, on laissait aller un pas bon. Je vais le mettre entre guillemets, là, mais un client qui était pas idéal. Puis, tout à coup, on avait 2 ou 3 demandes de clients qui, eux autres, ils fit. Ouais, ça, là, Daniel, quand il y a un vide qui se crée, ça peut être un espace d'un client qui se libère. L'univers a tendance à venir le remplir, là. Une fois, j'ai fait Tout à fait. un ménage dans une bibliothèque dans ma chambre, là, j'ai vidé la bibliothèque, j'étais comme maudit que je suis content, la bibliothèque est vide, enfin. Ça a pris 2 heures, il y avait du stock dedans, ben, tu sais, une paire de bas ou du linge propre, une serviette, n'importe quoi, tu sais. C'est la même chose quand, tu sais, des fois, c'est tough à accepter, mais il y a un client qui va partir pour une raison X. L'univers a tendance à venir remplir le vide assez rapidement. Faut faire confiance à ça souvent. Je pensais pas dire ça aujourd'hui. Bon, ben, j'aurais pas pensé que tu allais entendre parler de ta bibliothèque dans la conversation pour le service client. Il y a un élément spécifique par rapport au service après-vente. Je fais une petite parenthèse par rapport pour José et Sophie. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la petite main là, pour lever la main, puis on va y répondre avec plaisir. Donc oui, par rapport au service après-vente, j'ai envie de savoir comment vous traitez les demandes de remboursement ou les réclamations d'un client qui est insatisfait. Donc, il y en a qui sont très stricts par rapport à ça. J'ai un exemple une dame là, avec qui j'ai fait un appel virtuel qui avait donné un dépôt tout de même assez important pour un service. Et puis, finalement, elle n'a pas pris le service, puis elle n'a jamais revu son dépôt, son dépôt de presque 900 $. Donc, il n'a pas eu le service, là, tu sais. Et donc, moi, de ma perspective, je me dis, bon, OK, le bouche à oreille qui va s'en suivre, la mauvaise réputation qui va s'en suivre, est-ce que ça vaut ce dépôt-là ou le refus de remboursement? Je suis curieux de vous entendre par rapport à ça. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous êtes très strict? Il y a un dépôt, il y a eu un paiement qui est fait, pas de remboursement, ou si au contraire, peu importe vos termes et conditions, pour satisfaire le client, s'il vient le moment de le rembourser, vous le faites? Vas-y donc, Je Nathalie. relance la question. Qu'est-ce qui est dans ton contrat? As-tu un contrat? Est-ce que c'est verbal? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il était signé? Tu sais, tout ça va dépendre. Donc, si tu fais juste du verbal et tout, des fois, c'est plus difficile. Mais il s'agit que tu te fasses prendre une couple de fois parce que toi, tu bloques peut-être des plages horaires pour cette personne-là qui t'a booké 10 rendez-vous de coaching d'1 heure, par exemple, là, change d'idée, mais te dit non à d'autres personnes, puis t'es trop à la dernière minute. Donc, moi, j'ai des politiques que si c'est moins de X nombre d'heures avant le rendez-vous, bon, il se passe ci, il se passe ça. Si on décide d'annuler, il y a une politique, il y a un frais. Tu as fait de l'administration là-dessus, tu en as passé du temps. Donc, oui, ça fonctionne au pourcentage et tout ça. Il y a des choses qui sont pas remboursables. Si tu m'achètes une formation sur Internet, que tu as download dans ton ordi, puis tu changes d'idée, ben excuse, ça, je te rembourse pas. Tu as le contenu, tu l'as. Donc, ça va dépendre, c'est quoi? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? Puis, c'est quoi aussi qui est la raison? Tu sais, une personne qui m'appelle en catastrophe, je sais pas, mon enfant vient d'avoir un accident, il vient de rentrer à l'hôpital, je pourrais pas être là cet après-midi. OK, tu prends pas ça de la même manière que, ben, ça me tente plus, là. Donc, je pense qu'à travers ça,
oui, il faut que j'ai des documents qui sont bien faits. Il faut que je tienne mordicus à les faire signer. Je veux quelque chose par écrit. Moi, l'expérience m'a appris ça. Et quelque chose par écrit. Prévoit les imprévus. En planification, c'est ça, prévoit les imprévus. Donc, dernière minute. Mais utilise ton gros bon sens à travers tout ça. Puis, comme tu disais, David, c'est quoi les dommages à ma réputation après? Si c'est bien clair dans mon contrat que c'est signé, qu'il y a X pourcentage qui est pris, si tu décides d'annuler, ça ne touchera pas ma réputation, tu as signé. Tu as signé, puis c'est un pourcentage qui est raisonnable. OK? Pour s'entendre aussi là-dessus, on n'ira pas demander 50 pour quelque chose qu'on n'a jamais fait non plus. Mais moi, je pense que oui, ça prend un document écrit, mais utilise ton gros bon sens à travers tout ça. OK. Donc, tu es quand même strict par rapport au respect des contrats, mais tu peux faire preuve d'un peu de flexibilité, du discernement. Ben oui, si, selon les conditions. Si la situation s'y prête. Oui, tout à fait. OK. Les autres, vous gérez ça comment? Moi, je vais parler de différents exemples. Puis Nathalie a donné un bon exemple aussi. Si tu achètes une formation sur Internet, que je t'ai donné tous les accès, que tu peux tout écouter, puis tu me demandes un remboursement, ben just too bad, là, tu sais, t'as eu l'accès, tu sais, moi, j'ai livré ma part de l'engagement. Tu sais, je me suis engagée avec toi à te livrer ça, j'ai livré ma part d'engagement. Par contre, pour mes services en auto-édition, s'il y a rien qui a été commencé, par exemple, j'ai eu mon paiement, il n'y a rien qui a été fait parce que je veux revenir à l'exemple que tu as donné, David. S'il n'y a rien qui a été fait, ben je vais rembourser, là. Tu sais, si il n'y a rien qui a été fait, je tiens pas à garder. Et ça m'est arrivé même de une cliente qui prenait trop de temps pour un service là, à me fournir l'information et tout ça, ou le contenu dont j'avais besoin. Elle a pris trop de temps pour le faire. Ben moi, je l'ai remboursé. Puis j'ai même pas eu le temps, comme j'étais en train de rédiger le message, que pourquoi je l'ai remboursé. Pour lui dire que, garde, je mets fin à notre contrat, à notre entente, je te rembourse, je te dois rien, tu sais, comme, puis, tu sais, ça peut arriver, là. Tu sais, mais il n'y a pas si longtemps que ça, le congrès, il y a quelqu'un qui s'est inscrit à mon congrès virtuel. Elle s'est pas présentée au congrès en direct, mais je donne les enregistrements et j'ai reçu un courriel 2 semaines après, une bonne semaine et demie après, pour me dire, j'ai pas pu être là. Est-ce que c'est quoi ta politique de remboursement? J'ai respecté mon engagement. T'as les enregistrements, t'as accès à tout le contenu du congrès. Le temps limite pour demander un remboursement, c'était comme la veille du congrès, parce qu'après, c'est livré. Mais la réflexion que je me suis faite après avoir envoyé le courriel, ça s'est bien passé, là, elle a accès, puis tout ça. La réflexion que je me suis faite après, c'est que si elle avait acheté des billets pour un show, pour un spectacle, puis qu'elle peut pas se présenter, est-ce qu'elle va demander un remboursement à la salle de spectacle pour dire, non, j'ai pas pu y aller au spectacle, voulez-vous me rembourser? Fait que, tu sais, dans le fond, là, tu sais, fait qu'il y a... Ça dépend de la situation. Oui, c'est ça. Il faut vraiment regarder la situation. Puis c'est super important, comme Nathalie l'a dit, d'avoir ça par écrit, là. Ouais. Que ce soit écrit dans nos termes et conditions, etc., là. OK. Oui, j'allais dire, tu sais, des fois, on se fait jouer des tours en termes de temps. Tu sais, comme moi, ce que je vous disais pour le coaching, pénalité, oui, mais quand c'est une formation, c'est bien écrit que si le client replanifie dans un délai de 3 mois suivant la date qui était supposée être, il n'y a pas de frais.
tu sais, puis j'ai mis 3 mois parce que sinon, ils peuvent t'étirer ça 1 an, 2 ans, tu sais, puis tu veux pas ça parce que des fois, dans 2 ans, t'es plus au même tarif que t'étais il y a 2 ans non plus. Ça fait que si tu veux garder, puis ton suivi, ton momentum, ça fait que c'est aller mettre des périodes de temps aussi. Donc, des fois, non, on remboursera pas, on peut accepter de reporter, mais reporter jusqu'à quand? Pour pas s'étirer ça sur 2 ans. Oui, bon commentaire. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des banques d'heures sur lesquelles il n'y avait pas d'heure limite. Mon tarif avait augmenté significativement. Puis à un moment donné, il faut qu'il y en ait une limite. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Josiane, Philippe, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? Ben là, on est en train de parler là, de limites, on a parlé beaucoup d'argent, de contrats puis tout ça, mais tu sais, même dès que la personne réserve un appel découverte, puis qu'elle vient pas, exemple, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est même pas une question, d'argent ou quoi, mais tu sais, c'est genre, est-ce qu'on redonne une deuxième chance, à cette personne-là? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, puis la personne n'avait pas nécessairement une bonne raison, elle avait oublié, ça arrive à tout le monde, mais tu sais, est-ce qu'on redonne aussi, une deuxième chance? Là, ça me fait penser à ce sujet-là aussi, parce qu'il y a le volet, de rembourser de l'argent, mais il y a aussi le volet de notre temps, Oui. qu'on a investi puis qu'on a réservé, puis... Oui, puis moi, tu sais, j'aurais tendance à dire, Josiane, dans toute situation, on a toujours une part de responsabilité. La personne a oublié. Pourquoi? Est-ce que tu avais, puis là, je parle pas de toi, là, Josiane, Non, je mais comprends. est-ce que tu avais envoyé une invitation, mettons, Outlook? Est-ce que ta personne travaille avec Outlook ou elle travaille plutôt avec Gmail? Avais-tu mis des rappels? Tu sais, des fois, il faut les tenir quasiment par la main. Dépendamment, moi, je m'en rends compte, je suis en gestion de temps. Moi, je les tiens par la main. Ils sont tous de travers quand ils font affaire avec moi, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, il faut que je les tienne par la main. C'est ma spécialité. Mais outre les tenir, jusqu'à quel point on les tient par la main, tu sais, mais aussi, est-ce que moi, j'ai fait mon bout dans ça? Est-ce que je t'ai envoyé une invitation qui avait au moins un pop-up de rappel dedans? Et après ça, ben, tu sais, pour continuer à à ta question, est-ce qu'on donne une deuxième chance? Des fois, c'est aussi représentatif du genre de relation qu'on va avoir tout le temps avec la personne. Je laisse en suspens de même, Philippe. Moi, je veux juste revenir sur les remboursements, les politiques. Oui, il faut que ça soit écrit. Moi, j'ai tendance à conseiller à mes clients, parce que je fais beaucoup de lancements comme Josiane avec mes clients, c'est de dire, tu sais, c'est quoi ta limite pour l'argent remis? T'es-tu 7 jours, 30 jours, 90 jours? T'es-tu aucune question, argent remis, etc. Je dirais, le danger, il est pas si grand que ça de rembourser les gens sans leur poser de questions. C'est un acte de foi de l'écrire puis de fonctionner comme ça. Mais moi, de mon expérience, il n'y a pas tant de gens qui reviennent avec des excuses pour se faire rembourser. Et ça vient lever beaucoup d'objections au moment de l'achat. Et souvent, surtout en tant que solopreneur, quand tu vends des trucs en ligne, de la formation ou du membership, ce qu'on réalise pas, puis ce que moi, comme consommateur, j'ai découvert, c'est que tu as le droit d'appeler ta carte de crédit puis de dire, eux autres, ils m'ont livré un service puis je veux être remboursé ou j'ai pas eu accès au service, peu importe. Et ils vont souvent te rembourser ton argent, puis après ça, ils vont te courir après toi. Ça fait moi je dis qu'il faut se garder une souplesse sur le remboursement. Puis une fois que la personne a payé, comme Daniel disait tantôt, je sais pas si tu l'as dit, mais on le comprenait que tu prends le temps de parler à la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas pu venir à la formation? J'étais pas là, je sais pas, mon enfant était malade, j'ai dû aller à l'urgence, whatever. C'est comme, OK, les enregistrements sont disponibles, puis tu peux quand même écouter la formation, puis ça va t'amener les mêmes résultats. Puis là, tu peux peut-être rajouter quelque chose par-dessus. Tu sais, je te donne 30 minutes de coaching en plus ou tu viens rajouter quelque chose qui va faire que la personne elle va arrêter de s'ostiner, puis qu'elle va le prendre parce que au départ, si elle a fait le paiement, c'est qu'elle avait un désir de se rendre à un point B, à une destination quelconque, puis ce désir-là, il n'est pas complètement effacé à cause qu'il est arrivé quelque chose dans sa vie. Ça fait que, tu sais, une fois que tu as l'argent,
tu as quand même le loisir d'échanger avec cette personne-là, idéalement au téléphone. OK, des échanges Messenger, des échanges SMS, c'est pas la même chose que d'avoir la personne au bout du fil puis de lui poser la question, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux t'aider pour que tu puisses quand même atteindre ton objectif avec avec ce que tu avais acheté? Bon point, Philippe. Le fait de l'avoir au téléphone va permettre de voir deux choses. Va permettre de mesurer son niveau d'honnêteté, mais aussi peut permettre de mesurer à quel point elle est en beau maudit. Ah Et ouais. moi, c'est une chose que je trouve ça intéressant de vous entendre parce que c'est une chose qui peut-être me distingue un peu, mais peut-être pas tant que ça non plus. Euh, c'est que si j'ai une personne, peu importe, il y a toujours un contrat ou des termes et conditions, il y a toujours une politique, mais si je me retrouve avec une personne au téléphone et que je sens qu'elle est pour X raisons fâchée, insatisfaite, qu'elle a un niveau d'insatisfaction tel que, en raccrochant, si elle n'a pas un remboursement, elle va aller dans Google donner un 0 sur 5 étoiles. Elle va faire un post, un peu comme la personne que j'ai mentionnée au départ. Elle va écrire à certaines personnes pour dire j'ai fait affaire, et c'est sa perception, hein. Et c'est son histoire, et les personnes n'ont pas accès à l'autre côté de la médaille, à l'autre côté de l'histoire. Et donc, bref, lorsque je sens qu'il peut y avoir des répercussions, euh, je vais pas être à cheval sur, mettons, quelques centaines de dollars, parce que j'évalue souvent que les répercussions négatives d'un client très insatisfait, on s'entend, là, c'est vraiment pas la majorité, mais dans certains cas, tout comme certains cas ont d'excellentes raisons de ne pas se pointer dans un rendez-vous, ont d'excellentes raisons de ne pas pouvoir prendre le service comme ils l'avaient prévu. Certains, ils ont des fois une personnalité particulière, ils ont des fois un comportement très bouillant et ils peuvent s'acharner. Et quand je sens qu'il peut y avoir un acharnement, personnellement, je fais très attention et souvent ça va se finir en un remboursement, peu importe beaucoup de choses. Peu importe que ce soit au contrat, peu importe que j'ai investi un certain nombre de temps. En bout de ligne, je me fais avoir là-dedans. Mais je calcule que de l'autre côté, s'il y a un. Calcule le risque Ben oui, c'est ça. S'il y a un à long risque que terme. je considère comme étant élevé, et c'est très arbitraire, Oui, souvent je vais le rembourser. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. c'est tellement facile de scraper une réputation. Tellement facile. Tu sais, tu construis ça pendant des années et des années. Il s'agit qu'une personne mal intentionnée. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut se méfier. Le mot se répand très, très rapidement. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, David, que ma réputation vaut plus que quelques centaines de dollars, là. C'est un bon point, hein. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y en a qui sont organisés. C'est intense. Je ne sais pas si vous saviez, mais pour les créateurs de contenu LinkedIn, il y en a qui ont des groupes Facebook juste pour bâcher ou même des groupes sur Twitter juste pour bâcher les créateurs LinkedIn. Moi, j'ai déjà fait un post qui était par rapport à ma petite fille. À l'époque, elle avait 1 an. On avait été chez le médecin, puis elle avait de l'interaction avec un monsieur. Puis j'avais fait une comparaison par rapport à une relation de vente. On fait ça souvent, des analogies sur LinkedIn. Je m'étais ramassé dans un groupe Twitter avec des gens qui me traitaient de tous les noms de pères irresponsables, de ci, de ça. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où ça peut déraper, puis ça peut déraper solide. Et donc, je vous pose la question, dans ce contexte-là, tantôt, on a parlé de comment ça a évolué. Est-ce que le contexte actuel où il y a une certaine organisation sur les réseaux, il y a beaucoup de bashing. Il y a il y a des extrêmes des deux côtés, tant de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Est-ce qu'on doit être prudent encore davantage dans ce contexte-là? Et de quelle façon? Philippe, vas-y donc. Euh, ça dépend dans quel domaine de service tu es. Tu sais, je veux dire,
mettons que tu es gestionnaire de communauté à la pige, puis tu travailles avec des entrepreneurs accomplis, je veux dire, les chances que ça dérape, comme des exemples que tu viens de donner, demeurent quand même assez minimes. Si par contre, je sais pas, là, tu vends de la formation à des hommes divorcés en détresse psychologique. Et tu sais, c'est un petit peu plus sensible comme clientèle, puis peut-être que là, il y a un peu plus de danger pour ta réputation. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai la ferme conviction que entre entrepreneurs, il y a un respect mutuel pour le travail qu'on fait, puis les efforts qu'on fait pour gagner notre vie. Puis, quand que ça dérape, ça peut être long ou il faudrait vraiment que ça aille très, 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 très mal. Tu sais. Donc, je comprends ce que tu parles, David, où il y a des groupes, des gens qui viennent bâcher. Une réputation, ça se protège. Mais je pense que avant que ça dérape solide avec des entrepreneurs, faut vraiment que tu ailles déconner, dans le fond. OK. Fait que ça dépend de la clientèle. Toi, Nathalie? Ah oui, ça va dépendre de la clientèle. Ben, moi, j'ai confiance en l'intelligence des gens. En ce sens, tu sais, comme tantôt, tu parlais d'une personne qui était pour te mettre un 0, tu sais, sur ton Google My Business. Puis là, tu dis, oh, tu sais, j'ai pas envie d'avoir 0 étoile. Mais en même temps, si tu as des 4-5 étoiles quasiment partout, puis qu'il y a un 0, les gens sont assez intelligents pour comprendre que, OK, c'est elle qui est une personne frustrée de la vie, là. Tu sais que, oui, ça va légèrement affecter ta moyenne. C'est sûr, si tu as des 0 partout, fais quoi, là, tu sais. Puis regarde-toi en tant qu'entrepreneur, mais moi, je pense que oui, les gens vont être capables de discerner ça dans un cas comme ça. Ça revient un peu à, on dirait on ferme la boucle par rapport à ce qu'on a dit au niveau d'avoir un seul client qui représente un trop gros pourcentage de ton portefeuille. De la même façon, il faut se blinder aussi, ça veut dire au niveau de la notoriété. Si on n'a aucun ratings, aucun témoignage, et qu'il y en a un, l'importance de ce commentaire-là négatif va être beaucoup plus grand que si on a fait nos devoirs pour être présent sur les réseaux sociaux, pour bâtir notre notoriété, aller chercher des ratings, aller chercher des commentaires. C'est un peu ça que tu dis. Et il y a des gens qui sont là aussi pour nous aider. Mettons que ça déraperait, David. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé dans mon association professionnelle qu'il y a eu un dérapage comme ça. Mais on a engagé quelqu'un en com, puis on leur a demandé, OK, comment est-ce qu'on gère ça? Le pire danger, c'est de silencer ces gens-là. Parce que là, c'est comme t'es pas ouvert, mais tu dois adresser tes commentaires négatifs aussi. Puis voir, tu sais, il y a une pépiniériste qu'elle s'était fait dire en commentaire, ça n'a pas d'allure, nanana, bon. Et la réponse, ça a été à toutes les étapes du processus, vous nous aviez dit que c'était correct. On a toujours validé avec vous, vous aviez dit que c'était correct. Nous vous invitons à nous contacter pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi là, c'est plus correct. Genre, OK, c'était pas dit comme ça, là, c'était dit avec des beaux mots. Donc, en répondant comme ça, le client externe ou le prospect qui espère peut-être devenir un client, il se rend compte, OK, là, elle l'a pas ignoré, puis c'est peut-être pas vrai finalement. Puis si tu es transparent, si tu as été correct dans ta façon de gérer ton client, puis que là, c'est un débordement de la part du client, comme dans l'exemple ici, on a vérifié à chacune des étapes, vous nous avez toujours dit oui, ben, en principe, tu n'as pas de problème, là. Mais si ça déborde trop, parce que la personne apprend ça vraiment à cœur, là où les personnes, ben, tu fais affaire avec une entreprise de com qui va t'aider si toi, tu n'es plus capable de le gérer. OK. Excellent. Donc, on arrive vers la fin. Et puis, pour le dernier segment, j'ai envie de prendre la suggestion c'est Nathalie qui a parlé de conclure avec un fun fact par rapport à vous. Donc, ça peut être par rapport à vous personnellement, en lien avec le service à la clientèle, peut-être une anecdote que vous avez. Là, je vous prends un peu par surprise. Si vous n'en avez pas, je vois Josiane. Pour vous laisser une autre alternative. Donc, ça peut être une anecdote par rapport à vous. Puis si vous n'en avez pas, peut-être juste partager une bonne pratique
un outil, par exemple, que vous utilisez qui vous aide dans votre service à la clientèle, ou vous pouvez carrément faire les deux, commencer avec une anecdote puis nous partager là, une bonne pratique. Donc, on va commencer par Nathalie. J'imagine que tu avais un fun fact à raconter si tu l'as suggéré dans la Oui, messagerie. en fait, ça a trait avec ma personnalité. Moi, je suis une personne, j'adore les langues, j'aime apprendre des nouvelles langues. Et je vous disais tout à l'heure que je suis internationale, donc je vais présenter beaucoup en anglais dans différents endroits, mais j'essaie toujours d'apprendre au moins une phrase, genre bonjour, merci de m'accueillir parmi vous et tout ça dans la langue étrangère que je vais faire. Donc, il y a certaines langues que je maîtrise, mais il y en a que je maîtrise pas, puis je me pratique, puis là, après ça, c'est fou la différence que ça fait chez ton client. Puis ça, tu dis ça dès que tu commences ta conférence. Puis là, c'est comme, oh wow, tu viens d'ouvrir les esprits des gens, là, ils se sentent vraiment super intéressés. Alors voilà, c'est un fait sur moi qui combine une passion personnelle qui est celle d'apprendre des langues avec le service à la clientèle. C'est une façon de montrer ton intérêt pour le client aussi. Tout à fait, tout à fait. Super. Philippe, veux-tu y aller? Yes, certainement. C'est drôle parce que on prépare le nouveau site de Code Marketing. Puis comme je suis un nouveau dans la boîte, même si je suis un des partenaires, mais il a fallu que je partage un fun fact qui va être sur le site web. Ça fait que je vais utiliser celle-là, mais je pourrais sûrement trouver une bonne, peut-être deux, trois autres. Mais en fait, j'ai été accepté en communication publique à l'université Laval en 1994, après avoir été aussi accepté en enseignement de l'anglais langue seconde et en administration. Et j'avais aucune idée qu'est-ce que je m'en allais faire en communication publique. Je pensais que je ferais du théâtre. Puis finalement, j'ai eu des cours de journalisme, publicité, relations publiques, etc. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je gagne ma vie dans le marketing et j'ai jamais étudié dans ce domaine-là. Je l'ai tout appris par moi-même dans des formations, dans des lectures, dans des cours que j'ai suivis. Mais tout ça pour conclure que tout ce que j'ai appris à l'université me sert très peu aujourd'hui dans mon travail, à part sûrement la rédaction. Et puis, un outil, ça, tu nous demandais un outil? Ouais, ben si tu utilises des outils qui peuvent être utiles pour Ben là, tu sais, pour les travailleurs je ne le autonomes. sais pas pour tout le monde, mais moi, je veux dire, des fichiers avec des mots de passe copiés-collés, là, puis je vois ça dans des écrans, ça n'a pas de sens sérieux. LastPass, c'est gratuit. Tu mets tous tes mots de passe là-dedans, puis tu peux payer genre 3 piastres par mois pour que ça soit multiplateforme, là. C'est mieux que ChatGPT, tant qu'à moi. Non, mais ça fait vraiment une grosse dans un quotidien, puis t'échappes à beaucoup de problèmes de sécurité qui peuvent arriver. Donc, LastPass, vraiment, là, je peux même pas croire aujourd'hui que des gens ont pas ça dans leur travail. OK, mais toi, tu parles de pour sauvegarder les mots de passe, c'est bien ça? Oui, exactement. OK, mais Ce que je n'ai pas dit au départ. c'est quoi le lien avec ChatGPT? Ah, c'est juste dire, j'aurais pu parler de ChatGPT parce que bon, ça Ah, fait OK. donc bien plein d'affaires. Excusez, je me suis mal exprimé, là. Mais tu sais, c'est bien le fun, ChatGPT, là, mais je veux dire, commence par LastPass, puis va à ChatGPT après. OK. Puis toi qui travailles beaucoup avec dans l'automatisation, je pense que tu te connais quand même pas mal. Pour automatiser certains volets de notre service client, c'est quoi l'outil que tu recommanderais? Ben, présentement, là, parce que ça bouge beaucoup dans le marché, mais j'en parlais encore avec une collègue tantôt, tu sais, qu'un client travaille en B2B ou en B2C, la plateforme ActiveCampaign est quand même sa coche, comme on dit en bon québécois. Tu peux automatiser des gros processus, tu peux gérer ton pipeline de vente, tu peux produire ton infolette, tu peux segmenter ta base de données. C'est vraiment une excellente plateforme, puis je la recommande souvent. Je suis pas juste vendu à une solution, mais aujourd'hui, sur le plan technique et technologique, c'est vraiment une plateforme assez solide. OK, excellent. De ton côté, Daniel, fun fact ou peut-être des bonnes pratiques ou outils que tu as à nous partager en conclusion? Ben, ça va être plus le fun fact, mais en lien avec le service client, euh, ou plutôt les relations avec les gens. Moi, j'écoute.
et j'écoute beaucoup. Et j'ai une mémoire phénoménale. Puis, d'ailleurs, mon mari, il y a un surnom pour moi, c'est le petit cerveau. Puis, c'est pas péjoratif du tout. Moi, je sais que c'est dit avec beaucoup d'affection. De la façon que j'utilise ma mémoire comme ça, c'est par exemple dans mes collaborations, parce que je suis pas juste avec les clients, mais dans mes collaborations, des fois, ben j'ai besoin de payer les gens avec par virement. Et souvent, la réponse, ça va être quelque chose que je sais qui leur tient à cœur, une personne qui leur tient à cœur, qui ont mentionné. Il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un que je suivais, puis qui est une collaboratrice, c'est une conférencière, euh, elle est nouvellement grand-maman. Ben, la réponse, c'était le nom de sa nouvelle petite fille. Fait que c'était, puis ça, ben, ça l'avait bien touché. Fait que c'est ça. J'écoute, puis je vais ramener ça de belle façon dans nos conversations ou dans une transaction. Tu as la chance d'avoir une bonne mémoire. Une façon de faire lorsqu'on n'a pas une bonne mémoire, donc l'écoute demeure essentielle, mais c'est d'utiliser un CRM aussi Mhm. Tout à pour fait. éventuellement être en mesure de ramener certains éléments comme ça qui font vraiment la différence dans une relation client. Il faut Mhm. avoir la discipline de le faire, mais c'est sûr et certain que c'est un méchant bon conseil. Là, ça fait toute la différence aux yeux du client. Le client voit que tu lui apportes une attention particulière. Super. Puis toi, Josiane, de ton côté? Moi, je vais y aller avec l'outil parce que le fun fact, j'ai pas trouvé de fun fact vraiment intéressant à dire. Parce que Euh, tu es une personne plate, Josiane. oui, moi, je suis une personne très plate. Il y a des Effectivement. plates. Je suis une personne très Mais plate, puis je suis pas une personne drôle. Puis moi, ben justement, ça peut être ça mon fun fact, c'est que moi, je suis pas une personne qui fait rire les gens. Tu sais, je suis de bonne humeur, je suis souriante, mais tu sais, je suis pas une personne drôle. Puis à chaque fois qu'on me demande de mettre de l'avant une anecdote puis tout ça, je sais jamais quoi dire parce que je sais jamais quoi dire et que ça me stresse au maximum. Fait que je vais y aller avec mon outil. J'en ai déjà parlé un petit peu là tantôt dans notre discussion. Tu sais, parce que moi, c'est sûr que comme solopreneur, j'offre beaucoup des services, mais des services où j'exécute des tâches, une certaine variété là, de tâches pour les gens. Fait que le logiciel de gestion de projet, c'est ça qui m'a vraiment sauvé la vie, tu sais, d'avoir un portail pour chaque client, que ce soit Notion, Asana ou Trello, là, d'avoir un portail pour chaque client où là, on met tout notre planning de tâches, puis où on discute de l'avancement des tâches, puis de dire quand c'est fait ou quand que finalement on a eu du retard ou si on a des questions. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie en termes de service client. Puis mes clients apprécient aussi beaucoup ça parce que c'est plus fluide. Tout est à la même place. C'est facile de garder un historique là, de ce qui s'est passé. Puis si des fois, on se dit « Ah oui, hey, on pourrait faire tel projet. Il me semble qu'on a déjà fait quelque chose de semblable. » Mais là, on peut retrouver toutes les étapes par lesquelles on est passé. C'est facile de dupliquer des processus puis créer des systèmes. Fait que ça serait ça mon conseil. super, ben merci beaucoup. Donc, ça conclut pour la table d'aujourd'hui. On a discuté de plusieurs éléments. Donc, si je fais un petit retour, j'ai pas la chance d'avoir la mémoire de Daniel, mais quand même, les éléments importants qu'on a parlé aujourd'hui, on a parlé d'expérience client. Donc, l'expérience client, ce n'est pas seulement le service après-vente. Ça commence non seulement au premier contact, mais Josiane, tu as même mentionné que ça commençait bien avant. Le fait de répondre aux commentaires, d'être présent sur les réseaux sociaux, puis ça se termine jusqu'au départ du client. C'était super important de mettre nos limites et de gérer les attentes avec les clients. Des éléments que j'ai trouvés super intéressants et qui sont tellement importants du moment qu'on gère les attentes, ben on augmente nos chances de beaucoup d'avoir des clients qui sont satisfaits. On a dit aussi que le service à la clientèle,
on devait l'intégrer à même nos offres, qu'on pouvait designer notre service à la clientèle, s'assurer d'avoir suffisamment de temps, par exemple, pour bien servir nos clients. Par rapport aux derniers éléments qu'on a discutés aussi, c'est important d'avoir des documents, des contrats. Pour encore là, ça nous revient à la gestion des attentes, mais ça évite d'avoir des incompréhensions ou d'avoir des disputes quand tout est bien écrit. Et ça prend un certain jugement aussi, du discernement avec le client. Puis il n'y a pas de meilleure façon probablement que de les avoir au téléphone pour avoir une bonne conversation lorsqu'il y a des problèmes à régler. Donc, merci. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour votre participation et toute la part de valeur que vous avez fait aujourd'hui. C'est super apprécié. Donc, au niveau des ateliers qui s'en viennent, la semaine prochaine, la continuité des ateliers sur Canva avec José Francoeur, 14 novembre sur le onboarding client avec Philippe. Et ce qui s'en vient aussi le 28 novembre, on a un autre atelier sur le branding avec Julia Musset, tout spécialement sur le naming. Merci à tous. Donc, je vous dis aussi à tout le monde, à bientôt, à la prochaine dans une prochaine table de discussion. Au revoir.